on retrouve déjà trace du moulin hydraulique de Hollange dans le courant du XIVe siècle. On sait qu'au fil des âges, il y a eu différents types de moulins sur ce site. Il y a eu notamment moulin à huile, on faisait de l'huile avec les faines. Il y a eu moulin scierie. Et alors le moulin à farine, lui, date du début du XIXe siècle. Mon prédécesseur, c'est mon père, et avant mon père, c'était la famille Gangler. Et eux avaient développé donc l'activité de meunerie, mais aussi une petite activité de boulangerie. Au centre, avec les châssis rouges et la porte rouge, vous avez le moulin. À travers les fenêtres, vous pouvez voir d'ailleurs l'une ou l'autre courroie en action. Sur la droite, vous avez le corps de logis, où vit l'ancien meunier, mon père. Et sur la gauche, vous avez l'atelier de boulangerie. Et à l'extrémité se trouve le nouveau silo à grains. Quand mon père arrive ici, la vallée ici qui est derrière le moulin, qui est la vallée de la Strange, n'avait pas du tout l'allure qu'elle a aujourd'hui. Et il a vu tout de suite un potentiel d'aménagement paysager. Et donc effectivement, il œuvre depuis 20 ans à rendre cette vallée plus belle et aussi plus propice à une grande biodiversité. Les étangs sont venus suite au fait qu'il fallait refaire les berges du canal. Il fallait reconsolider les berges du canal qui commençaient un peu à s'effondrer. Et donc voilà, il a fallu faire des trous et puis on les a remplis d'eau. Le projet Moulin de Hollange dans son ensemble, aujourd'hui c'est vraiment deux projets. C'est d'une part un projet nature dont mon père s'occupe, et d'autre part une activité artisanale de production de farine et de pain dont je m'occupe. Voilà. Le bief ici fait à peu près 700 mètres de long, et un bief pour un moulin, ça a plusieurs fonctions. La première fonction, peut-être la plus évidente, c'est tout simplement d'amener l'eau à l'endroit où se trouve la roue. La deuxième fonction, c'est de faire un réservoir. Donc quand on est aux périodes d'étiage particulièrement, donc la période où la rivière est au plus bas, souvent à la fin de l'été. Mais alors la troisième fonction, à laquelle les gens ne pensent pas toujours, c'est qu'en fait sur 700 mètres, la rivière, elle continue à descendre. Et donc ici, on se maintient au même niveau et ça permet de créer une chute d'eau sur la roue du moulin. L'eau arrive vraiment par-dessus la roue et vient remplir des bacs. Du coup, la roue est beaucoup moins grande qu'une roue dite dessous, où l'eau passe sous la roue et pousse des pales. Ici, en fait, on profite aussi de la puissance développée par le poids des bacs de la roue. En fait, ceci, c'est un peu la promenade du meunier. Le meunier qui doit inspecter son canal, l'état général du canal, le niveau de l'eau, le niveau de ses vannes. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire assez régulièrement. Il y a ceci qu'on appelle un peu le cœur sacré, donc qui est tout près du moulin. Mais autour de ça, il y a 80 hectares de forêt. Et en fait, mon père a comme projet de planter 100 000 arbres avant sa mort. Il essaye en fait de faire des regroupements forestiers, des remembrements en fait. Il fait des échanges avec les agriculteurs aussi. Et donc voilà, on essaye de rétablir un peu des zones. Mais c'est sûr que mon père a créé là quelque chose qui est un gros projet. Donc ici c'est la Strange qui coule, qui est un affluent de la Sûre. Le barrage à l'origine, c'est la partie à droite. La partie à gauche, en fait, c'est une échelle à poissons qui a été créée par le parc naturel de la Haute-Sûre pour aider les truites notamment à remonter la rivière pour aller frayer plus haut.
C'est vraiment une petite rivière dont on constate malheureusement que le niveau baisse d'année en année. Et par là, c'est notre bief. L'âme des moulins, le labeur des meuniers, Jackie Adam les connaît bien. Ce petit-fils de meunier collecte depuis 1999 les témoignages au fil du bassin de l'Ourthe. Des moulins et des hommes sont nés au fil des ans, 5 tomes sont déjà parus. Aujourd'hui, Jackie nous raconte le nettoyage du bief. Nous sommes ici au bord du bief du moulin Faber à Auton et le bief prend naissance ici à un petit kilomètre ici en amont. Il y a un barrage sur l'Ourthe qui dévie une partie de la rivière vers le moulin parce que ce n'est pas possible pour un meunier de maîtriser les eaux d'une rivière entière. Alors, tous les ans ou tous les 2 ans, ça dépend un petit peu de l'état d'envasement, il fallait nettoyer le bief. Donc, on bloquait la vanne là, à l'amont, l'eau s'en allait retourner à la rivière principale et on se retrouvait dans de la vase, dans des débris, dans des crasses. Donc, ils enlevaient les vases, ils enlevaient les pierres. Les vases, ils les conduisaient sur les prés, parfois quand il y avait des trous, pour refaire des belles prairies. On venait à 7-8 fermiers, cultivateurs, utilisateurs de moulins, avec des charrettes, des chevaux, et ils venaient à la corvée, comme ils disaient, à la carouée, comme on disait en wallon. Ils venaient vraiment avec beaucoup de plaisir, parce que c'était une fête. On faisait des gâteaux, il y avait des bouteilles de péquet, et ça durait certainement une dizaine de jours pour un bief comme ceci. On faisait ça sur les petits ruisseaux aussi, les ruisseaux de 50 cm, donc ça allait plus vite, mais on le faisait aussi. Tout dépend un peu de la vitesse du courant et aussi à l'amont des crasses qui pouvaient se déposer. À Oufalise, au Moulin Boc, il y avait beaucoup de scieries, beaucoup de tanneries, et là il y avait beaucoup de déchets qui descendaient et qui bloquaient le canal. Donc il fallait le faire certainement plus souvent. On comprend bien que l'amont est important parce que c'est elle qui amène l'eau, mais en aval, il fallait le faire aussi parce que ça provoquait le tirant d'eau. Donc il fallait que l'eau soit aspirée vers l'aval, sinon elle bloquait la roue. Ce qu'il fallait absolument, c'est absolument nécessaire et obligatoire à l'époque, c'était de prévenir l'administration, les eaux et forêts. Parce qu'il restait des flaques d'eau et c'était rempli de poissons. Les eaux et forêts venaient à plusieurs gardes, bien sûr. Ils avaient des seaux ou des mannes. Ils récoltaient les poissons, les truites surtout. Ils allaient les vider dans la rivière principale. Et pendant ce temps-là, les gens avaient des besaces ou dans leur poche et ils mettaient vite des truites. Voilà. C'était une pêche facile. La roue va se mettre en marche et donc la meule avec. Eh bien la roue en fait elle n'est pas cachée mais bien protégée. Protégée en été de la sécheresse. Il faut maintenir un certain degré d'humidité du bois de la roue. Tandis qu'en hiver il faut la protéger du gel. Je suis en position de meule relativement desserrée pour permettre un démarrage plus facile. Je vais maintenant commencer à resserrer la meule avec la manivelle au pied. Un tour. Voilà, maintenant la vitesse est relativement stable. Je vais pouvoir augmenter le débit d'eau sur la roue. Donc là, la meule va s'accélérer. J'augmente le débit de grain. Et ce que j'ajoute ici, c'est notre fin son qu'on obtient à la sortie de la minoterie.
Et nous ici, c'est notre petit secret de fabrique. Enfin, c'est plus un secret parce que je vous le dis. Mais ça permet en fait d'améliorer la qualité de notre farine intégrale. Ça la rend plus facile à travailler quand on fait le pain. Je vais aller vérifier la finesse de ma mouture. Pour ça, je vais passer de l'autre côté de ma meule. Ok, c'est bon. Elle ralentit. Et donc, vous voyez ici, la meule est traversée par un axe qui entraîne la partie mobile de la meule, la pierre supérieure. Et cet axe se termine par un arbre à cames. Et les cames viennent taper contre la demoiselle. Et donc, si l'axe tourne plus vite, la demoiselle tape plus fort et il y a plus de grains qui tombent. Ça vient un peu m'aider, mais c'est quand même à moi de réguler le débit de grains que je mets dans ma meule. Vous voyez la farine que Adrien a fait. Voilà. Voilà, c'est parfait. Les meules qui fonctionnent avec un moteur électrique, mais évidemment, ça a beaucoup moins de charme. Parce que là, si votre meule ralentit parce que le débit est trop important, pas de problème, le moteur va pomper plus sur la ligne. Et donc ceci, c'est un peu, comme on aime à dire chez nous, l'antithèse du monde moderne, où, soi-disant, on aurait des moyens illimités en termes d'énergie. Tout comme mon père qui lui avait fait des études de médecine et avait fait une carrière comme médecin-chercheur, moi j'avais fait des études de droit et je me destinais à la magistrature. Mais évidemment la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre, hein. À 25 ans, un peu en panne dans ma carrière de juriste, j'ai pas dû réfléchir très longtemps pour voir qu'il existait ceci, que mon père cherchait depuis quelque temps un repreneur. C'est avec grande joie évidemment qu'il a accueilli la nouvelle de ma volonté de reprendre ceci et de poursuivre le projet. Beaucoup de clients qui ont un certain âge et qui ont connu dans leur enfance des moulins, quand ils voient ceci, la chaîne qui nous sert à monter les sacs ou les descendre, ils me racontent qu'étant gamin, ils s'accrochaient les poings liés et alors se faisaient transporter. On utilise la force de l'eau, oui, dans le moulin, à tous les étages. Oh, ici, j'ai mis 4 sacs déjà. Ça va faire le 4e. Voilà. Le dernier moulin à farine que nous avons eu ici, en plus des meules en silex, c'est une minoterie. Donc c'est un principe de mouture sur cylindre. Et la minoterie que nous avons, elle a été installée en 1947. En bas, on a un petit moteur qui tourne et c'est le moteur qui fait tourner la minoterie. Il y a 4 compartiments. Ici, le grain coule entre les 2 cylindres. Ça veut dire qu'il y a un cylindre là et il y a un cylindre juste en dessous de l'autre. Mais l'autre, on ne le voit pas. Et alors, vous voyez, chaque grain est broyé de plus en plus. En fait, il remonte et il redescend ici. On a des courroies avec des gobelets, avec des grains dedans. Alors ça passe à la machine que vous avez vue au-dessus, le closistec, ça s'appelle. Et en fait, ça redescend ici. Ça fait 4 fois le tour. Voilà. Voilà, ça c'est la colle. Les courroies, elles montent beaucoup de force. Hein. Et en fait, la colle essaie que les courroies restent bien sur la poulie. Voilà. Parmi les nombreux moulins de la vallée de la Sûre, l'ancienne propriété de la famille Cuborne à Martelange a connu une belle reconversion. Alors, tu as reçu des nouveaux permis?
Oui, voilà. Ici, en fait, c'est l'ancien moulin Cuborne. Et depuis 2004, c'est les bâtiments de l'administration communale et les bâtiments du parc naturel de la Haute-Sûre et de la forêt d'Anlier qui ont combiné tous leurs bureaux dans ce bâtiment. Quand le visiteur rentre à la maison du parc, il rentre dans un ancien moulin. Et c'est pour ça qu'on a consacré cette pièce qui présente une maquette de moulin. On présente des panneaux didactiques, on présente les différentes activités liées à la meunerie, les anciennes scieries, les tanneries, les moulins à huile. Tout ça est présenté sur des panneaux didactiques ici à la maison du parc. Des outils aux coutumes du meunier, l'exposition nous fait redécouvrir le rôle indispensable des moulins d'autrefois. À Martelange, les premières traces d'une exploitation de la force hydraulique remontent au Moyen-Âge. On trouve dans une charte du château d'Arlon en 1309 l'existence d'un moulin ici à Martelange, mais on ne saurait pas le localiser. En fait, le moulin appartenait à une seigneurie jusqu'en 1789. Est-ce que c'est le hasard qui fait que cela corresponde avec la Révolution française? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, en 1789, ça a été acquis par des particuliers. Depuis Franz Molitor, le moulin a connu de nombreux propriétaires. Au XIXe siècle, une scierie complète l'activité de meunerie. Le moulin est parfois loué à des meuniers professionnels, ce fut le cas notamment à partir de 1908, date à laquelle Albert Cuborne rachète l'endroit. C'était certainement pas pour la farine, il ne s'est jamais intéressé à la meunerie proprement dite, mais il a vu là une opportunité de disposer de la force motrice pour des entreprises qu'il avait ou qu'il comptait ouvrir. C'est grâce à ça que Martelange a très tôt été alimenté en électricité. Il a commencé par raccorder sa maison qui était en face, et ça s'est poursuivi. Le moulin Cuborne alimente Martelange en électricité jusqu'au début des années 60. La production de farine, elle cesse en 1956. Les derniers meuniers du lieu furent les Backmus et les Lannen, dont il ne subsiste que ce panneau, dernier témoignage de l'activité. Un très beau souvenir, c'est finalement le seul, c'est quelque chose de vivant, c'est le souvenir d'un homme. Le moulin entre ensuite en léthargie avant de connaître une nouvelle vie avec la mère de Philippe Cuborne, Marie-Louise, dernière occupante des lieux. Elle est venue y habiter en 71, je crois que le moulin sort de sa léthargie, il redevient quelque chose, il devient une maison familiale, mais c'est aussi important, toute la famille, ça a été un lieu de rencontre pour toute la famille, les enfants, les petits-enfants, les amis. Donc, quand ma mère l'a quitté, mon frère et moi qui étions propriétaires, on n'avait plus de projet, on a décidé de le vendre. On n'a pas été chercher au nord du pays, ni à l'est de la frontière. À la frontière, on a décidé de le proposer d'abord à la commune, qu'il a accepté. Le moulin, qui n'avait jamais été banal, pour moi n'a jamais été banal, mais en devenant maison communale, il est devenu un peu le moulin de tous les Martelangeois, et c'est très bien comme ça. Dans un secteur de la meunerie qui est aux mains des industriels, il fallait qu'on se spécialise. Et on a vraiment décidé de se mettre dans un marché de niche, comme on appelle ça. Notre spécialité, c'est la fleur de farine. Donc c'est une farine qui est blanche, mais qui est très très fine, qui a un peu la même texture que du talc, très volatile et qui a une couleur crème. Et en fait, l'intérêt d'une farine comme celle-là, à la base, en boulangerie-pâtisserie, ces farines-là sont destinées à la pâtisserie, aux produits très fins, très délicats. Mais nous, on a trouvé que c'était très intéressant de faire du pain avec ce type de farine parce que ça permet de développer des arômes, des odeurs très particuliers. Alors voilà, la pâte, je l'ai démarrée à 11h33 et elle va tourner pendant 25 minutes. Et on va la laisser lever dans le pétrin pendant 25 minutes encore. Et puis alors après, on va la bouler. On n'a vraiment pas droit à l'erreur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on doit plutôt être précis. Mais maintenant ça va, ça commence à aller, puisqu'on va aller revoir la pâte maintenant. Parce que vous allez voir qu'elle durcit très vite et qu'il faut qu'on rajoute beaucoup d'eau. Donc on va aller de l'autre côté. Alors on en a 18 heures. Ah oui, donc je vais mettre cette cruche là, puis je vais encore mettre du frigo. Quand on fait une pâte blanche comme ça, on ne peut pas dépasser
18 degrés et demi de température de pâte. 18,5 c'est le maximum. Donc si j'avais fait couler de l'eau du robinet en direct, la pâte aurait été beaucoup trop chaude parce que l'eau au robinet coule pour le moment bien au-delà. Donc c'est pour ça qu'on a dû prévoir de l'eau dans le frigo. Voilà, et on met de l'eau et de l'eau et de l'eau et il y a un moment où il faut s'arrêter quand même. Donc il y a un moment où on dit oh là, stop, parce qu'on ne peut pas rectifier. On ne peut pas rectifier à l'envers, je veux dire, aller rajouter de la farine et tout, parce que là, on est complètement perdu. Et c'est surtout quand il fait chaud que c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc le temps, quand il fait chaud comme ça, on aime bien, mais oui, on dit pourvu que ça ne dure pas, quoi. Et voilà, c'est parce qu'il n'y a pas d'améliorant dans les farines, ni de correcteur, ni autre, qui fait que voilà, on est voué vraiment à tout ce qui nous entoure, et notamment au climat. Donc ça demande surtout beaucoup d'expérience, tout simplement. Ici, on travaille aussi bien du froment que de l'épeautre. L'épeautre, pourquoi? Non pas pour toutes les vertus qu'on lui prête, mais tout simplement d'abord parce que c'est la céréale rustique typique de l'Ardenne. Et on travaille le froment aussi parce que dans notre pain d'épeautre, on met de la farine de froment, parce que le froment a d'autres caractéristiques. Et ça forme un équilibre avec l'épeautre. On regarde quand même l'horloge pour être sûr, mais oui, quand elle est bonne, souvent, oui. Quand le bras rentre dedans, on sent un peu le bruit, un peu la manière dont il rentre dedans. On se dit, ouh, parce que parfois on aurait envie de la faire encore un peu plus molle, mais il y a des signes comme ça qui nous disent arrête, quoi. Donc ce sont des farines qui boivent beaucoup. Et c'est pas le tout qu'il faut les faire boire, s'il faut les faire boire la pâte avec beaucoup d'adresse, quoi. Mais voilà, maintenant on pense qu'on est bien. C'est parti, je l'arrête avec le bras en l'air. Boum, voilà, comme ça, c'est super. On va quand même regarder la température. 18,1, super. Parce que je dis 18,5, mais elle ne peut pas aller au-delà, mais quand il fait chaud comme ça, il est encore un peu orageux, 18,1, c'est tip-top. Bravo Jocelyne. Voilà. Donc maintenant, on va la laisser un peu tranquille. Et donc moi, je divise, Jocelyne boule les pâtons pour resserrer à chaque fois la boule avant de la déposer dans une corbeille. Parce que comme on travaille sur des pâtes très très molles, eh bien, si nous n'avions pas ce récipient, la pâte se laisserait totalement aller. Ici, on est en contact direct avec la matière, qui est très exigeante. Si le travail est mal fait, le verdict tombe immédiatement. Le produit n'est pas comme il faut. Dans des petites boulangeries comme des boulangeries industrielles, ces étapes de la panification sont souvent mécanisées. Chez nous, c'est purement et simplement impossible parce qu'on travaille sur des pâtes très fortement hydratées. C'est des pains qui ici sont destinés à être cuits sur la pierre. Donc un pain qui est cuit sur la pierre aura une croûte un peu plus développée qui va apporter un peu plus d'arômes ou à tout le moins des arômes légèrement différents. Tandis que ceci, c'est une platine qu'on a huilée dans laquelle on va mettre le pâton, mais on mettra le pâton et la platine dans le four. Mais quand même, nous faisons majoritairement des pains qui sont cuits sur la pierre. C'est juste pour empêcher que ça ne colle à l'enfournement, parce que vous allez voir, on va retourner chaque corbeille sur une pelle à enfourner. Et dès qu'il y a un petit morceau de pâte qui n'a pas de farine, ça risque de coller à la pelle. Et voilà, le pain est raté. On a l'impression qu'on les caresse. Voilà, on remplit les fours. Voilà, je ferme la porte. Voilà.
Moi, j'habite pas ici tout près, j'habite du côté de Jean-Blou. Et alors, quand je passe, je viens chercher du pain. Les gens font jusqu'à 300 km aller-retour pour venir chercher du pain chez nous. Vous venez d'où, vous? Du Luxembourg. Vous venez souvent? Tous les 6 semaines environ. Et ça depuis une douzaine d'années. On est fidèles à la maison. Pour quelles raisons, justement, vous venez? Mais c'est la qualité du pain, le bon goût. Ça se conserve de façon facile dans le réfrigérateur et c'est consommé au fur et à mesure. Au revoir, merci. Voilà le champ du pain maintenant. Dès la sortie du four, on entend le pain qui crépite, qui est tout chaud, et on l'appelle le chant du pain. Et voilà, et ça directement, on l'entend pendant 2 ou 3 minutes. Puis alors, une fois qu'on a entendu le chant du pain, le petit cri du pain, on regarde est-ce que notre pain est beau maintenant, parce qu'on a eu un peu du mal, on a eu chaud, on a un peu transpiré, comme tous les bons boulangers. Et la preuve, voilà, on a un beau pain bien formé. Alors, ce que vous remarquez dans ces pains-là, il n'y en a pas deux les mêmes. Je ne sais pas si vous savez. Donc vraiment, voilà, ça c'est l'artisanal complet. Hein.